présenter un certain nombre de points qu'il faut, à mon sens, connaître quand on veut réfléchir à cette question de la nation, ou de cette question, telle comme on dit aujourd'hui, de l'identité nationale. Et je crois que c'est important de le faire effectivement pour vous en tant qu'élève, mais aussi en tant que citoyen ou que futur citoyen. Parce que nous vivons dans un monde qui est un monde formé de nations, d'États-nations, et tous les jours nous utilisons un vocabulaire qui est complètement investi par cette question nationale. Quand on dit société française, culture allemande, etc., on utilise des mots qui relèvent du vocabulaire national. Donc c'est un sujet, je dirais, qui est à la fois un sujet de spécialistes, mais qui va au-delà, c'est-à-dire c'est un sujet aussi qui relève de la culture générale que devraient avoir tous les citoyens. Malheureusement, on constate que les grands moyens d'information ne font pas beaucoup d'efforts pour transmettre aux citoyens le savoir qui a été constitué autour de ces questions. Alors, je ne vais pas parler trop longtemps, donc on a dit à peu près 3/4 d'heure, peut-être moins, parce que je souhaiterais qu'on ait ensemble une discussion, donc ne vous sentez pas timide, enfin, pour poser les questions que vous avez préparées ou celles qui vous viendront à l'esprit, parce qu'évidemment, comme la matière est extrêmement vaste, je vais pointer un certain nombre de choses, mais je n'aurai pas le temps de les approfondir, et je ne sais pas non plus ce que vous savez exactement, donc il faut absolument qu'on puisse en discuter, et pendant la discussion, je pourrais approfondir, préciser, etc., ou rectifier des choses que j'aurais pu dire dans la conférence. Alors, l'intitulé de cette conférence, « Qu'est-ce qu'une nation ?» Vous savez peut-être qu'en fait, c'est le titre d'une célèbre conférence qui a été faite en 1882 par l'un de mes lointains prédécesseurs qui s'appelait Ernest Renan, qui à la Sorbonne, donc en 1882, a prononcé cette conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et cette conférence a eu un énorme impact et elle a été après publiée en livre. Et depuis cette période-là, eh bien, sans cesse, on fait référence à ce texte de Renan. J'y reviendrai tout à l'heure pour me situer par rapport à ce document. Mais je voulais vous dire voilà, que cette interrogation sur la nation, le fait même qu'aujourd'hui encore, on puisse s'interroger pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une nation, c'est qu'il y a un problème, si vous voulez, c'est que ce n'est pas simple, c'est qu'il y a des enjeux, c'est que tout le monde ne la définit pas de la même manière. Et effectivement, la question nationale, c'est une question éminemment politique. Hein. Et je dirais qu'il a engendré peut-être les plus grands malheurs de l'humanité au XXe siècle, puisqu'on peut dire que les deux guerres mondiales, la première comme la deuxième, quelque part, sont des conséquences des manipulations de l'idée ou de l'identité nationale. Ce qu'on appelle le nationalisme, le racisme, la xénophobie, etc., s'ancrent dans des manipulations de la nation. Donc, et nous ne sommes pas aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes dans des contextes qui sont plus pacifiques, mais nous ne sommes pas à la merci de retour d'un certain nombre d'idéologies ou de mouvements politiques s'efforçant de manipuler de nouveau cette idée nationale. C'est pour ça que je vous dis que la dimension civique dans un travail comme celui-là est extrêmement importante. Mais ce que je voudrais aussi ajouter dans mon introduction, puisque je vous parlais tout à l'heure d'Ernest Renan, je crois que les historiens d'aujourd'hui ne peuvent plus se positionner par rapport à la nation comme le faisait Renan. Renan, lui, était engagé dans une définition de la nation française qui était aussi une manière de défendre la nation française contre l'Allemagne. Parce que c'est dans un contexte, vous l'avez peut-être étudié à l'école, mais après la guerre de 1870, l'Alsace-Lorraine a été annexée par l'Allemagne et il y a toute une querelle entre la France et l'Allemagne que les historiens reprennent à leur compte. Et les historiens allemands vont défendre une définition allemande de la nation, les historiens français vont défendre une définition française de la nation. Les historiens d'aujourd'hui s'efforcent d'avoir une distance par rapport aux politiques. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas vous donner une définition française de la nation. Je vais essayer de vous donner une définition qui soit universelle, c'est-à-dire qui puisse être partagée par les chercheurs du monde entier. Hein. Je dirais qu'aujourd'hui, nous pouvons le faire parce que la recherche historique elle-même est devenue largement internationale. Il faut savoir, par exemple, que dans beaucoup de domaines, il y a plus d'historiens américains qui travaillent sur l'histoire de France que d'historiens français, par exemple. Donc nous sommes nous-mêmes dans un contexte qui est très différent de celui dans lequel ont vécu les historiens du XIXe siècle. Donc, il y a cette volonté de fournir des critères qui soient, je dirais,
sinon totalement objectifs, on ne l'est jamais complètement, mais en tout cas plus objectifs que les critères avancés par les historiens des époques précédentes. Et la première chose donc qu'il faut dire, c'est que c'est pour ça que quand on aborde la question de la nation, il vaut mieux l'aborder sous la forme d'une question. Il n'existe aucun critère absolu de définition des nations. Je dirais, vous pouvez dire une table, bon voilà, c'est 4 pieds, un revêtement, etc. Vous avez des critères. Bon, pour une nation, ce n'est pas possible. Pendant un siècle, voire plus, les historiens, les politiciens, les écrivains, les journalistes se sont affrontés pour dire qu'est-ce que c'est qu'une vraie nation? Est-ce que nous sommes une vraie nation? Est-ce que mon voisin est une vraie nation? Etc., etc. Et donc aujourd'hui, il faut partir du principe qu'il n'existe pas de définition qui fasse consensus de la nation. C'est pour ça que lors du débat qui a encore eu lieu l'année dernière sur l'identité nationale, nous sommes intervenus dans l'espace public, dans les journaux, etc., pour dire arrêtons de chercher des définitions objectives d'une nation. Je veux dire, on a des exemples les plus divers. Par exemple, à un moment donné, on disait, eh bien, pour qu'une nation existe, il faut que tout le monde parle la même langue. Or, très vite, je pense que vous pouvez tout de suite trouver des exemples du contraire. Est-ce qu'on va dire que la Suisse n'est pas une vraie nation? Est-ce que la Belgique n'est pas une vraie nation? Vous voyez? Donc, vous prenez le critère de la religion, vous prenez le critère des traditions, etc., etc. Et à chaque fois, vous trouvez des exemples qui vont invalider. Donc, le travail des historiens aujourd'hui, ce n'est plus de dire, voilà, moi, le grand expert, je vais vous dire ce qu'est une nation, c'est plutôt de savoir comment les acteurs sociaux, comme on dit, les individus ont défini la nation, comment ils l'ont utilisée, comment ils ont pu, comme je le disais tout à l'heure, manipuler, comment ils peuvent s'identifier, s'y reconnaître, etc. Vous voyez, c'est plus dans cette perspective-là, plutôt que dans le but de vous donner en clé en main une définition de la nation, même si les définitions souvent ça rassure, il faut bien voir que c'est souvent problématique. Donc je vais passer dans un premier temps de mon exposé les principales définitions historiques de la nation qui ont été données, et ensuite j'entrerai plus dans le détail de l'analyse et de la recherche sur cette question-là. Alors le premier point dont il faut partir, moi je dis toujours que c'est très intéressant de faire l'histoire des mots. L'histoire des mots est souvent extrêmement significative, ça va bien au-delà des mots. On peut comprendre une époque, on peut comprendre la vie sociale des individus à partir des mots qu'ils utilisent. Alors le mot nation, c'est un mot qui a été forgé au Moyen-Âge, on croit vers 1200, quelque chose comme ça, et qui vient du latin natio, c'est-à-dire naître. Donc la nation, vous voyez, d'emblée, a un rapport avec la naissance, c'est-à-dire avec l'origine. Et c'est là, je dirais, qu'est tout le problème, c'est cette question de l'origine qui a beaucoup agité justement les esprits dans le passé. Donc, globalement, la définition la plus large qu'on pourrait présenter, c'est cette définition qui consiste à dire une nation rassemble les individus qui ont tous la même origine. Voilà l'usage qui était donné pendant longtemps, en tout cas dès le Moyen-Âge, au mot nation. Bon. Mais, jusqu'au XVIIIe siècle, le mot nation, en gros, il est polysémique, c'est-à-dire il est utilisé comme un synonyme de race, par exemple. Il n'y a pas de différence entre race, nation, parfois communauté, groupe, etc. Bon. Et vous avez eu, par exemple, la première élaboration, on pourrait dire intellectuelle, enfin historique ou historienne de la nation, on la trouve au XVIIIe siècle, entre les représentants de la noblesse et les représentants de la bourgeoisie. C'est ce qu'on a appelé la guerre des deux races, je ne sais pas si on vous a parlé de ça, mais où en gros les historiens de la noblesse voulaient justifier leurs privilèges en disant « nous descendons de la race des vainqueurs, c'est-à-dire des Francs, qui avaient conquis la Gaule et qui avaient imposé leur pouvoir avec Clovis, etc., alors que vous, le peuple, eh bien, vous descendez des Gaulois, donc vous êtes inférieurs puisque vous êtes les vaincus. Donc on a là, c'est très intéressant du point de vue de l'histoire justement des mots et des concepts, une première définition où le mot nation et le mot race, en gros, sont confondus et qui s'inscrit dans le cadre des luttes sociales qui vont déboucher sur la Révolution française. Et à partir de la Révolution française, vous aurez une inversion. Vous aurez des gens qui vont dire, eh bien oui,
nous sommes descendants des Gaulois et nous avons gagné la Révolution dont le peuple français vient des Gaulois. Donc le discours sur nos ancêtres les Gaulois, vous voyez, vient de se passer là. Je passe rapidement là-dessus, mais au XVIIIe siècle, vous avez un changement considérable avec, sur le plan philosophique, ce qu'on a appelé la philosophie des Lumières. Parce que vous connaissez les grands philosophes qui émergent à ce moment-là, que ce soit Voltaire, Diderot, Rousseau, etc. Et là, on voit apparaître un phénomène nouveau qui est une redéfinition de la nation autour d'un sens politique. C'est le sens, je dirais, qui domine encore aujourd'hui. La nation est envisagée comme un équivalent du peuple. Hein. La nation, si vous voulez, c'est le tiers-état de Sieyès. Donc, dans la perspective qui émerge à ce moment-là, la philosophie des Lumières, eh bien, en gros, tous les citoyens sont membres de la nation française, à l'exception des nobles. Il y a une sorte de renversement. Et Sieyès, pendant la Révolution, dit aux nobles, eh bien, vous n'avez qu'à retourner dans vos forêts de Franconie. Il y a cette allusion aux Francs. Donc ça, c'est l'idée, vous voyez, à un point important, c'est-à-dire la définition de la nation comme équivalent du peuple français. Donc ça s'inscrit dans tout un processus de définition de la citoyenneté, d'égalité des droits, de souveraineté nationale. Et ça, c'est un point qui est caractéristique de l'apport de la France, on pourrait dire, de la pensée française à la définition de la nation. Donc, un contexte politique extrêmement violent et une définition, je dirais, presque sociale de la nation. Mais, même si on a eu tendance à beaucoup mettre le projecteur sur le cas français, il faut bien voir qu'il y a, dans d'autres pays, d'autres définitions de la nation qui commencent à émerger. Je dirais que les élaborations des définitions de la nation entre 1770 et 1830 mettent en jeu trois pays ou trois univers de la pensée, l'Amérique, avec la guerre, le soulèvement des colonies qui dépendaient des Anglais et qui vont devenir, en 1776, les États-Unis d'Amérique. Donc là, vous avez une définition de la nation comme lutte contre un pouvoir impérial. Et vous avez, peu de temps après, ce qui se passe aussi en Allemagne, où les philosophes allemands, les intellectuels allemands, qui avaient été fascinés par la Révolution française, qui se sentaient très très proches des révolutionnaires français, vont, comme on pourrait dire, déchanter, parce que les armées révolutionnaires, puis après les armées de Napoléon, vont occuper l'Allemagne, enfin une bonne partie, et eh bien, les Allemands vont voir que les révolutionnaires qui parlaient des droits de l'homme, qui parlaient de la définition de la nation universelle, etc., au nom de ces valeurs, les occupent et les oppriment, puisqu'il y a eu beaucoup d'exactions commises en Allemagne. Donc il y a, à ce moment-là, une nouvelle élaboration de la nation qui se fait notamment par le biais d'un certain nombre de philosophes comme Hegel, Fichte, Friedrich Jahn, qui vont insister sur ce qu'on appelle aujourd'hui une définition culturelle de la nation. En disant, nous sommes allemands, mais nous n'avons pas encore d'État national allemand, puisque les Allemands étaient dispersés en un grand nombre d'États, de principautés, etc. Et donc, il va y avoir un travail mené par ces philosophes, mais aussi par des historiens, des philologues, des folkloristes, etc., visant à recueillir des traditions, à codifier une langue pour en faire des symboles de la nation. Donc on a, vous voyez, alors ça c'est extrêmement important pour la suite évidemment, on a donc, vous voyez, deux définitions qui s'ébauchent à peu près au même moment, une définition politique, on pourrait dire, qui est française, une définition culturelle qui est allemande, mais contrairement à ce qui a été écrit, même encore récemment, il ne faut pas trop durcir ces oppositions entre la France et l'Allemagne, parce qu'en fait il y a beaucoup d'échanges entre les deux pays, et la définition allemande, en fait, elle a été élaborée en bonne partie à partir de ce qui s'était fait en France sous la Révolution, et réciproquement, on va voir des intellectuels français reprendre à leur compte la définition allemande. Alors,
je ne sais pas si à Bordeaux on fait de l'allemand, beaucoup, oui, un petit peu. Je vous cite un petit peu quand même cet exemple-là parce qu'il est quand même intéressant. C'est que dans ce travail que les philosophes allemands font pour défendre leur identité nationale, si on veut, contre l'impérialisme français, ils vont faire un travail qui va concerner la langue allemande elle-même. Ils vont vouloir germaniser des mots venus de France. Et c'est dans ce sens-là qu'ils vont, par exemple, tous les mots qui existent encore d'ailleurs en allemand aujourd'hui, quelques-uns, qui avaient comme racine le mot nation, ils vont remplacer nation par Volk. Hein. Et cette entreprise de germanisation va amener un de ces philosophes, qui s'appelle Friedrich Jahn, à inventer un nouveau mot, donc ce qu'on appelle un néologisme, qu'on appelle Volkstum. À l'époque, ça s'écrivait V-O-L-K-S-T-U-M. Volkstum, pour désigner ce qu'on appellerait aujourd'hui l'identité nationale, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la spécificité d'une nation. Et ce mot Volkstum va être traduit en français 15 ans plus tard, lorsque le livre de Jahn va être traduit. Et pour traduire ce mot Volkstum, on va inventer aussi un mot en français. Ce mot, c'est nationalité. Donc le mot nationalité, au départ, c'est une francisation d'un mot allemand. Et c'est très intéressant, ça, pour retracer l'historique de cette affaire-là, parce que, eh bien, qu'est-ce que c'est que le Volkstum? Qu'est-ce que c'est que la nationalité? C'est, on pourrait dire, la personnalité d'une nation. Et l'historien, et c'est là qu'on voit arriver les historiens, je dirais, dans le circuit, et l'historien français qui va jouer un grand rôle dans cette tentative de définition de la nation française, il s'appelle Jules Michelet. Jules Michelet, c'est un des historiens les plus connus encore aujourd'hui. Est-ce qu'on sort ou est-ce qu'on ne sort pas? Je ne me rappelle plus. Non, on ne sort pas, d'accord. Parce que je suis courageux, mais quand même, voilà. Oui, donc je vous disais, Jules Michelet, donc, va... Mais voyez, la définition que Michelet va donner de la nation française, qui reste encore aujourd'hui présente dans les débats, en fait, c'est par inspiration de ce qui vient d'Allemagne. Hein. Il faut voir ce lien. Et Michelet dit, bon... en gros, l'Allemagne, c'est une race. Il y a déjà l'idée qui est un mythe, hein, mais que les Allemands descendent d'une même race. L'Angleterre, c'est un empire. Et il dit, eh bien, j'ai trouvé la France, l'identité de la France, la nation française. La France, c'est une personne. Hein, c'est le grand thème de Michelet, de dire la France, c'est une personne. Et je crois que cette définition de la France comme une personne, elle est extrêmement problématique. Puisqu'est-ce qu'on peut définir une nation comme une personne? Pas du tout. Une nation, c'est un ensemble de personnes. Donc à partir du moment où vous réduisez une nation à une personne, vous mettez le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux parce que vous construisez un discours visant à homogénéiser, c'est-à-dire que tous les individus qui appartiennent à une même nation sont placés dans la nécessité de s'identifier à un certain nombre de représentations, de mythes, d'homogénéité littéraire, linguistique, etc. etc. Donc, on voit là s'élaborer, je dirais, cette définition que certains historiens appellent définition subjective de la nation, qui vise à dire une nation se définit par un certain nombre de caractères spécifiques. Je vous ai dit dans l'introduction qu'aujourd'hui, les historiens récusent cela. Mais là, je vous fais l'historique des définitions. Et dans cet historique, donc, on s'aperçoit que ces critères ont une très grande importance. Et c'est là qu'on va demander aux historiens d'aller chercher dans les archives, dans les vestiges archéologiques, etc., des preuves de l'ancienneté de leur nation. Et il va y avoir des affrontements qui vont d'ailleurs donner lieu parfois à des guerres, visant à dire, bien, notre nation est plus ancienne que la vôtre, nous sommes une véritable nation parce que nous avons une histoire, etc. Et là intervient un phénomène très important sur lequel je ne pourrais pas parler très longuement, mais on pourra y revenir tout à l'heure, c'est la question de la mémoire. Puisque, en gros, les partisans de cette définition subjective de la nation disent, eh bien oui, de même qu'une personne a une mémoire, une identité se construit à partir d'une mémoire, de vos souvenirs singuliers, etc., eh bien de même une nation a une mémoire, et l'État veut charger les historiens de présenter cette mémoire.
Donc il y a là un aspect, vous voyez, très fortement lié. C'est pour ça que j'ai travaillé aussi beaucoup sur ces questions, vous disiez épistémologiques, sur qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce que c'est que la mémoire, parce que ça a un rapport direct avec la question nationale. Alors, voilà, bon, je ne veux pas trop m'appesantir sur ces questions de définition. Le cas échéant, je pourrais approfondir, revenir, préciser ce que je viens de vous dire. Je voudrais maintenant, dans la deuxième partie de cet exposé, insister sur tout un pan de l'histoire nationale dont on vous a peut-être entretenu dans vos cours. Enfin, moi, je sais, quand j'ai enseigné en classe de première, à l'époque, on avait plusieurs, voire 1 ou 2 heures là-dessus. C'est ce qu'on appelle le principe des nationalités, les luttes d'indépendance nationale. Le principe des nationalités, c'est une notion très importante du XIXe siècle qui, au nom duquel, si vous voulez, un certain nombre de gens se sont engagés en disant, eh bien, nous allons nous engager politiquement pour libérer notre nation. C'est des luttes de libération nationale qui ont ressurgi d'ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale avec les luttes contre la colonisation, que ce soit la colonisation française ou autre, qui s'inscrivaient donc dans ce contexte de lutte pour l'indépendance nationale. Alors là, vous voyez, le principe des nationalités est fondé sur cette équivalence. Une personne, c'est comme une nation, c'est comme une personne, et ces nations, elles sont opprimées. Donc c'est l'idéologie de la liberté qui avait émergé pendant la Révolution, etc. Et donc il faut les libérer. Donc, à mon époque, quand j'étais élève et après quand j'enseignais l'histoire dans le secondaire, je me souviens très bien que, y compris dans les manuels, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, c'est pour ça que je suis prudent, mais on parlait d'éveil des nationalités. Hein, l'éveil des nationalités. Ce mot « éveil », il est très problématique. Il est très problématique. Je pense que dans les éléments de méthodologie qu'on vous enseigne, on vous enseigne à avoir un esprit critique par rapport aux documents sur lesquels vous travaillez. Eh bien, ce mot « éveil des nationalités », en fait, les historiens l'ont repris tel quel des militants politiques de l'époque. C'était les militants politiques, ils étaient parfois historiens aussi, alors évidemment, ça rend les choses un peu plus compliquées, mais qui parlaient d'éveil. Qu'est-ce que ça veut dire éveil? Ça veut dire que vous avez, c'est comme un nouveau-né, des gens qui étaient endormis et ils se réveillent. Et ça, du point de vue du vocabulaire, c'est très problématique. Ça veut dire que les nations existeraient depuis l'origine des temps et qu'il suffirait de les éveiller. Mais comme il n'y a pas de critères pour définir les nations, on est arrivé très vite à des conflits, à des luttes, en disant « mais nous sommes une vraie nation, vous n'êtes pas une vraie nation, etc. » Donc ce contexte-là du début du XIXe siècle autour de l'éveil des nationalités était en fait extrêmement problématique. Et les historiens qui ont travaillé là-dessus ont montré qu'en fait, c'est le moment où émerge sur le plan social une nouvelle classe qui est, on pourrait dire, la bourgeoisie intellectuelle, la bourgeoisie des enseignants, la bourgeoisie des écrivains, des élites intellectuelles qui se mobilisent contre la noblesse pour évidemment faire des révolutions et acquérir et conquérir comme ça le pouvoir. Donc on a là une dimension sociale très importante dans ce conflit de l'éveil des nationalités. Alors l'éveil des nationalités va donner lieu à des mouvements sociaux qui vont déboucher sur des révolutions. Et vous avez ce qu'on a appelé, qu'on appelle encore aujourd'hui le printemps des peuples. En 1848, toute l'Europe est traversée par des soulèvements révolutionnaires qui vont être réprimés dans le sang. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir plusieurs dizaines de milliers de réfugiés qui vont être accueillis en France, des victimes de ces persécutions. Donc, le mouvement des nationalités va régresser après cette répression, mais il va ressurgir ensuite sous la Troisième République, enfin à partir de 1870, donc ce qui correspond à la Troisième République en France, sous une forme, disons, je dirais, plus étatisée. C'est-à-dire que lorsque vous avez un mouvement révolutionnaire qui lutte pour la liberté d'une nation, vous avez deux solutions. Soit ce mouvement réussit, soit il échoue. S'il échoue,
les militants révolutionnaires sont réprimés, sont mis en prison, etc. Et puis le pouvoir perdure. S'il réussit, eh bien cette minorité, ce qu'on appelait avant une minorité, conquiert le pouvoir d'État et va devenir un État-nation. Donc on passe d'un mouvement de lutte pour l'indépendance nationale à une autre réalité qu'on appelle l'État-nation. Et c'est un autre aspect, je dirais, du problème, c'est sur lequel d'ailleurs celui sur lequel j'ai plus travaillé. Qu'est-ce que ça veut dire la nation lorsqu'une nation est prise en charge par un État? Donc, il faut distinguer, vous voyez à mon sens, deux contextes. Le contexte de la nation en tant que, je vous l'ai dit, principe de lutte au nom d'un idéal de libération d'une communauté, et puis la nation en tant qu'État-nation. La France, par exemple, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est un État-nation. C'est-à-dire, c'est une nation qui a réussi à se donner un État. Et le problème, donc c'est de ça dont je voudrais vous parler, c'est un peu ma troisième partie, la nation comme État-nation. Je vous prendrai principalement le cas français pour simplifier. Si vous prenez l'ONU, l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui, eh bien, il y a, je ne sais plus le chiffre exact à l'unité près, donc je donnerai un ordre de grandeur, il y a moins de 200 nations qui sont reconnues aujourd'hui par l'ONU. Or, si on prenait par exemple le critère linguistique, le nombre de langues parlées, eh bien, il y a un anthropologue qui avait fait le calcul, il faudrait que l'ONU reconnaisse au moins 8000 nations. Donc vous voyez, quand on parle de l'histoire des nations, on va mettre l'accent sur les vainqueurs, ceux qui ont réussi à se doter d'un État, et on oublie souvent les perdants. Or, la majeure partie des gens dont on parle ont été des perdants, c'est-à-dire ils ont voulu créer des nations et ils n'ont pas réussi. Et un groupe qui n'a pas réussi à se donner un État, comment on l'appelle aujourd'hui? On l'appelle une minorité, une minorité nationale. Et il existe encore, de par le monde, vous savez, un très grand nombre de minorités qui peuvent être persécutées et qui sont obligées de fuir. Je pense par exemple, un exemple entre beaucoup, par exemple les Kurdes, le Kurdistan, qui avait été pourtant, à un moment donné, dont on avait voulu reconnaître l'existence officiellement par la SDN, eh bien, n'a pas eu d'État et est réparti aujourd'hui entre plusieurs États voisins. Et vous avez des Kurdes donc, qui continuent à militer pour l'indépendance de leur État et qui subissent des persécutions. Vous avez aussi un aspect moins dramatique, je dirais, mais réel de la vie politique. C'est par exemple aujourd'hui des militants régionalistes qui se représentent comme des nations. Prenons les Corses par exemple, et le mouvement de libération de la Corse. Donc vous voyez, ce sont des questions qui alimentent encore notre actualité, mais je dirais que la caractéristique de la France par rapport à de nombreux autres pays, c'est que les mouvements de dissidence nationale ont toujours été relativement faibles. Si vous comparez par exemple avec ce qui s'est passé dans les Balkans, vous voyez, où on regardait encore, il y a 20 ans, dans l'ex-Yougoslavie, les violences qui ont été commises, les crimes qui ont été jugés, même comme par le tribunal international, etc. Vous avez eu donc dans toute une partie de l'Europe, et encore, je ne parle pas des autres continents, des violences, qu'on appelle des violences ethniques, liées à ces questions nationales. En France, le problème a été relativement peu violent parce que le travail d'assimilation nationale a été fait d'une manière très précoce. Alors, vous voyez, c'est toujours compliqué parce que Louis XIV, par exemple, a imposé un État qui a imposé une assimilation culturelle avec la langue française, religieuse, etc. Il a pourchassé les protestants, encore bien plus les juifs. Bon. Et du coup, je dirais, les mouvements, les communautés capables de résister à l'État national français ont été relativement faibles, ce qui a peut-être été un avantage pour les gens qui ont vécu à l'époque actuelle. Donc,
voilà, le rôle de l'historien, ce n'est pas de juger le passé, mais d'essayer de l'expliquer. Ce qui s'est passé en France, donc, c'est l'ancienneté de la construction de l'État. La France est l'un des pays, en tout cas en Europe, où l'État s'est constitué de la manière la plus précoce. Il y a un autre exemple, c'est l'Angleterre. Mais je dis bien l'Angleterre, ce n'est pas le Royaume-Uni. Hein. Là, vous avez deux États extrêmement anciens, c'est-à-dire dès le 15e, 16e siècle, vous avez la mise en place d'un État. Et le travail qui a été mené par l'État centralisé depuis Paris, a permis ou a eu pour effet d'homogénéiser progressivement la population et d'imposer, par exemple, la langue française. À partir du XVIIe siècle, par exemple, des mesures comme le dictionnaire, hein, enfin l'Académie française, le dictionnaire de l'Académie, ont été des mesures visant à franciser la population, d'imposer une langue française légitime, une culture légitime, et ça a été un élément très important de l'intégration de la noblesse dans la société française. Ceci dit, je fais une petite parenthèse là-dessus, en 1870, encore, plus de la moitié des habitants de la France ne parlaient pas le français de Paris. Il faut faire une très grande différence en France entre la langue écrite et la langue parlée. Les élites cultivées étaient intégrées dans la culture française qui s'est imposée très tôt, mais le peuple, à l'époque la majorité des gens étaient encore dans le monde rural, eh bien, qui avaient faible accès ou pas d'accès du tout à la culture écrite, eux parlaient des langues, des patois, des dialectes, etc., qui s'éloignaient parfois considérablement du français officiel. Donc il ne faut pas surestimer non plus l'unification de la France, mais c'est vrai, sur le plan en tout cas de la culture écrite et de la langue. Alors, pour qu'un État national existe, qu'est-ce qu'il faut ? Et qu'est-ce qui se produit d'ailleurs? On l'a vu, les exemples récents que je présentais, lorsque vous avez de nouveaux États qui sont apparus, qu'est-ce qu'ils sont empressés de faire? Ils sont empressés de se donner un drapeau. Le drapeau, c'est le symbole national. Ils se sont empressés, bien sûr, de bien contrôler et de délimiter leur territoire. Une nation en tant qu'État-nation n'existe pas sans territoire. Et qu'est-ce que ça veut dire un territoire? Ça veut dire des frontières. Et qu'est-ce que ça veut dire des frontières? Eh bien, ça veut dire un dedans et un dehors. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que toute la question de l'immigration découle de là, évidemment. Hein. Donc vous avez également la souveraineté nationale. La souveraineté, ça veut dire que c'est le peuple de cette nation qui adopte ses propres lois. Je vous renvoie à Jean-Jacques Rousseau, le contrat social. Hein, la citoyenneté est définie comme la capacité pour les citoyens de se doter de leurs propres lois, des lois auxquelles eux-mêmes obéissent. Hein, il y a ce double lien, fabriquer des lois et obéir aux lois qu'on a fabriquées. Donc ça, c'est la souveraineté. Un pouvoir souverain nécessite une force armée et une police pour faire respecter la loi. Donc, dès qu'un État national émerge, il se dote d'une armée. Et donc, vous voyez, potentiellement, eh bien, quand vous avez une armée, c'est une capacité aussi à faire la guerre, ou en tout cas de vous défendre contre ceux qui voudraient vous conquérir. Donc, on voit qu'il y a là un potentiel de violence extrêmement grand lié à la multiplication des États nationaux. Pendant longtemps, aujourd'hui c'est moins vrai, mais la souveraineté nationale, la nation, c'était la monnaie. Avoir une monnaie. C'est pour ça que l'euro a été, de ce point de vue-là, un changement considérable, puisqu'avant, les gens s'identifiaient beaucoup à leur monnaie. On disait le franc. Le franc, c'était bien une sorte d'équivalent du français. Hein. Donc la monnaie a été aussi un élément, et reste encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Regardez par exemple, justement, au Royaume-Uni, qui n'a pas voulu adopter l'euro en raison du poids symbolique que conserve la livre sterling. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Donc la monnaie est un symbole aussi de la nation en tant qu'État national. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais des lois. Eh bien évidemment, la question de la loi est extrêmement importante parce que
tous les individus qui vivent sur le territoire d'un État national doivent respecter les lois de cet État. Et ce qui s'est produit à la fin du XIXe siècle en France, c'est l'émergence des premières lois sur la nationalité française. Alors, la loi sur la nationalité, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et je dis souvent, sous forme de boutade, un petit peu en exagérant les choses pour les faire comprendre, que 1889, c'est plus important que 1789. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1889 ? Eh bien, c'est justement la première véritable loi sur la nationalité française. C'est seulement depuis 1889 que l'on sait exactement, précisément, pour tous les habitants du pays, qui est français, qui n'est pas français. Jusque-là, je dirais que on savait dans les élites, dans le milieu des élites, qui étaient français, qui ne l'étaient pas, mais dans les classes populaires, l'appartenance nationale n'était pas un phénomène, un problème majeur. Et le droit, jusqu'en 1889, permettait aux enfants d'étrangers, quand ils arrivaient à l'âge adulte, de récuser la nationalité française. Donc il y avait, notamment dans le nord et dans le sud-est de la France, dans les régions frontières où il y avait beaucoup d'étrangers, ou de Français d'origine étrangère, eh bien à chaque fois qu'ils arrivaient à l'âge adulte, ils disaient « moi je ne suis pas français, je suis belge, italien, etc. etc. » Et pour tout le reste, ils vivaient exactement comme leurs copains du village ou de la commune, mais ils refusaient la qualité de français. Pour quelle raison ? Eh bien parce que ça leur permettait de ne pas faire le service militaire, à une époque où parfois le service militaire pouvait durer 5 voire 7 ans, etc. Donc il y avait comme ça des espèces de communautés de gens, vous voyez, qui étaient français par le mode de vie, etc., mais pas sur le plan juridique, qui perduraient, qui se reproduisaient de génération en génération. Et le gouvernement français a voulu supprimer ces communautés-là en 1889, avec cette loi sur la nationalité française, qui est encore celle qui nous gouverne aujourd'hui, même s'il y a eu des petits changements, qui est une loi qui combine ce qu'on appelle le ius sanguinis et le ius soli. Bon, c'est des mots latins qui sont dans le droit. On pourrait dire le droit du sang et le droit du sol. Bon, ça, c'est pareil. Il faudrait très longtemps pour détailler tout ça. Je pourrais le faire tout à l'heure. Mais en gros, dans l'exemple français, eh bien, on est français si on a des parents qui sont eux-mêmes français, ou alors si on a des parents étrangers, mais qu'on est né en France, on devient français à sa majorité. Et l'une des règles du droit de la nationalité, c'est ce qu'on appelle le double ius soli, c'est-à-dire si vous êtes né en France de parents eux-mêmes nés en France, vous êtes automatiquement français à la naissance. Vous n'avez plus le droit de choisir. Alors que jusqu'en 1889, on pouvait choisir. Et cette loi, vous voyez, nous fait basculer dans un nouveau monde. Moi, c'est ce que j'ai appelé la nationalisation de la société française. Désormais, le monde entier va être composé d'États-nations. Et il va y avoir des affrontements entre les pays d'émigration et les pays d'immigration qui vont chercher les uns et les autres à s'annexer des populations. Et lorsque la France va dire, eh bien, si vous êtes né en France de parents étrangers qui sont eux-mêmes nés en France, vous êtes automatiquement français, ça va mécontenter très fortement les Italiens et les Allemands qui, eux, étaient des États d'émigration et qui considéraient que les gens qui travaillaient en France étaient toujours allemands, étaient toujours italiens. Et c'est comme si la France leur avait pris, si vous voulez, leur population. Donc ça va générer des droits de la nationalité en Allemagne et en Italie qui vont mettre l'accent sur le droit du sang en disant même si vous avez émigré dans un autre pays, eh bien vous restez par exemple allemand, même à la 4e, à la 5e génération. Et on a eu des phénomènes comme ça encore récemment en Allemagne, où vous aviez des Allemands dont les ancêtres avaient émigré il y a 3 à 4 générations, et qui revenaient en disant « mais attention, mais nous on est Allemands, parce que notre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père était allemand, donc on est allemand ». Et à l'inverse, en Allemagne, c'est le problème du droit du sang, c'est que vous aviez des petits-enfants d'immigrants turcs,
qui n'était jamais retourné en Turquie, qui ne parlait plus le turc, etc. Mais en vertu du droit du sang, on leur disait vous êtes toujours turc. Bon, les Allemands ont modifié un peu aussi leur droit de la nationalité, mais vous voyez comme quoi ces questions d'identité nationale, de nation, elles peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes. Mais vous voyez, on est passé d'une logique, je vous disais tout à l'heure, culturelle, de la France est une personne, etc., à une autre logique qui est une logique juridique, institutionnelle. Et le droit de la nationalité en droit, c'est l'appartenance à l'État. C'est ça que les juristes, quand ils interprètent les questions de nationalité, ce sont des règles de droit. Vous appartenez à l'État français pour telle ou telle raison, vous n'en appartenez pas. Ça ne veut rien dire d'autre. Ça ne veut rien dire de vos sentiments d'appartenance, de vos goûts, de votre apparence physique, de la manière dont vous parlez, etc. Hein? Le problème dans le cas français, c'est que les deux définitions que je vous ai présentées, la définition, vous voyez, en termes d'identité nationale, subjective, de sentiment d'appartenance, etc., et la définition juridique, ont été connectées. Elles sont trop souvent mélangées l'une et l'autre. Et ça se voit également toujours dans le vocabulaire. Je vous disais l'importance du vocabulaire. Par exemple, en allemand, vous avez deux mots très différents qu'on ne pourrait surtout pas confondre aujourd'hui, ce serait un scandale. C'est le mot Volkstum, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui signifie identité nationale, si vous voulez, personnalité allemande, etc., qu'aujourd'hui on n'emploie pratiquement plus, parce que vu l'usage qu'en a fait Hitler, vous comprenez bien que les Allemands aujourd'hui sont extrêmement prudents avec cette notion-là. Puis vous avez un autre mot, c'est le mot Staatsangehörigkeit. Enfin, si vous faites de l'allemand, vous voyez comment on fabrique des mots en allemand par juxtaposition de mots. Staat, ça veut dire État, et Angehörigkeit, ça veut dire appartenance. Donc voilà, la nationalité en droit allemand, avec ce mot Staatsangehörigkeit, ça signifie appartenance à l'État. Et il y a eu en France des juristes qui ont dit mais ce mot nationalité, il faut le rejeter, ça veut rien dire, on est dans l'ambiguïté totale, ça stigmatise des personnes, etc. Et ils ont proposé un nouveau mot qu'ils ont appelé étatialité, qui était plus juste d'un point de vue technique, parce qu'effectivement, la nationalité en droit, c'est l'appartenance à l'État, mais alors là, les poètes s'en sont mêlés, ils ont dit c'est atroce ce mot, c'est pas beau, donc on ne va pas le retenir, et le mot étatialité n'a eu aucun succès. Et c'est ce qui fait que je dirais que l'un des gros problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est que, voilà, on est toujours dans l'ambiguïté. Et l'une des caractéristiques de la France qui étonne beaucoup les collègues dans d'autres pays, c'est de dire mais pourquoi sans arrêt vous avez besoin de discuter de la nationalité en France? Pourquoi sans arrêt vous remettez sur le tapis des lois sur la nationalité? Pourquoi vous rediscutez sans cesse sur l'identité nationale? Eh bien évidemment c'est parce qu'il y a des raisons politiques. Il y a aujourd'hui encore en France des partis politiques ou des groupements politiques qui essayent d'utiliser cette polysémie du mot nation pour véhiculer des discours évidemment hostiles à une partie de la population qui vit en France aujourd'hui. Et là, on touche à un problème tout à fait majeur dans l'histoire contemporaine de la France, qui est le problème de l'immigration. Alors, je ne pourrais pas en parler longuement, parce que je voudrais m'arrêter là dans 5 minutes, mais l'essentiel de mes travaux, moi, ont porté sur l'histoire de l'immigration, parce que quand j'ai débuté mes recherches, donc j'étais moi-même enseignant dans un collège en Lorraine, et je voulais faire ma thèse sur le monde ouvrier, et en travaillant sur le monde ouvrier local, je me suis rendu compte que la très grande partie de ce monde ouvrier était en fait issue de l'immigration, qu'on avait des immigrations depuis le 19e siècle sans cesse qui étaient venues alimenter, qui étaient venues travailler dans les mines, dans les usines, etc. Et en grattant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était vrai non seulement pour la région sur laquelle j'avais travaillé, mais que c'était vrai aussi pour l'ensemble de la France, et qu'au XXe siècle, la France avait été l'un des premiers pays au monde pour l'immigration, à tel point qu'en 1930, le taux d'immigration en France est supérieur à celui des États-Unis. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'alors qu'aux États-Unis, dans les livres d'histoire, dans le récit, dans la mémoire collective, tout le monde sait le rôle qu'a joué l'immigration. En France, ce rôle était toujours masqué. Donc je me suis engagé à la fois dans mes recherches, mais aussi sur le plan associatif, notamment pour créer un lieu de mémoire, comme on dit,
qui existe maintenant, qui s'appelle la Cité nationale d'histoire de l'immigration, qui permettent à tous les gens qui vivent dans ce pays de savoir l'importance de l'immigration dans le développement de la France à partir du XXe siècle, soit au niveau de la population, de l'économie, de la culture, du sport, etc., etc. Mais évidemment, aborder la question de l'immigration, c'est aussi avoir le courage d'aborder en face les mauvais côtés du pays des droits de l'homme, parce qu'en France, on aime bien célébrer les bons côtés, les côtés positifs, qui existent aussi. Le rôle de l'historien, ce n'est pas de se transformer en procureur. Ces côtés positifs sont indéniables, mais il y a aussi des aspects négatifs. Et si vous n'abordez pas les aspects négatifs de votre histoire, c'est un petit peu, si vous voulez, comme on dit en psychanalyse, un symptôme qui n'est pas traité. Ben, il reste, il se reproduit sans cesse. Et donc aujourd'hui, maintenant les choses ont quand même évolué, il y a pas mal de travaux là-dessus, mais il y a nécessité donc d'affronter en face aussi tous ces côtés négatifs de l'histoire de la France, qui sont le revers de la médaille par rapport au pays des droits de l'homme. À Bordeaux, évidemment, pour vous, vous serez plus sensible à la question de l'esclavage, parce que tout l'ouest de la France n'a pas été énormément concerné par l'immigration. C'est un peu la spécificité de l'ouest par rapport au reste du pays. Bon, il y a eu l'esclavage, il y a eu globalement aussi, évidemment, la colonisation, et puis donc l'immigration. Donc l'immigration, c'est à la fois un apport très important à la nation, c'est aussi un moyen de comprendre qu'une nation n'est jamais figée, c'est-à-dire elle se reconstruit constamment avec les apports des populations nouvelles qui arrivent, parce que l'immigration en elle-même, c'est un phénomène universel, à toutes les époques, dans toutes les civilisations. C'est grâce aux migrants que les échanges se font, que les cultures s'enrichissent, etc. Et la France en est un parfait exemple. Mais aborder l'immigration, c'est aussi aborder ceux qui n'arrivent pas à admettre cette diversité, cette ouverture. Donc, les mouvements nationalistes, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, qui se sont traduits en France par, en premier lieu, l'antisémitisme. L'antisémitisme a une très grande importance en France. Il débouchera sur la collaboration avec le régime nazi, sur Vichy, sur la complicité dans la déportation de 75 000 juifs de France. Bon, donc il y a là un point majeur aujourd'hui, enfin, c'est étudié dans les classes, enfin, je veux dire, il y a là-dessus beaucoup de progrès en 20 ans, mais ça veut dire aussi le racisme, hein, notamment dans l'Empire colonial, mais aussi en France, avec toute une série de violences, de massacres, de crimes. Donc c'est pour mon dernier livre qui s'appelle « Le massacre des Italiens », il concerne donc un des plus grands massacres qui s'est produit en France, qui a eu lieu à Aigues-Mortes, près de, vous connaissez peut-être, le Gros du Roi, etc., donc pas loin de Montpellier, dans les Salins, là où on exploitait le sel, et où il y a eu donc une centaine de victimes, des morts et des blessés, victimes d'un pogrom qui a été refoulé. Et donc voilà, c'est un des thèmes. Bon, il y a eu évidemment aussi les violences liées à la colonisation, notamment la répression sanglante de la manifestation du 17 octobre 1961. On va commémorer le 50e anniversaire l'année prochaine, dans le cadre de tout le contentieux qui a existé entre la France et l'Algérie, la guerre d'Algérie, etc. Donc vous voyez, il y a toute une série de problèmes qu'il faut aborder. Ça ne veut pas dire qu'il faut étudier l'histoire de France uniquement à partir de là, mais ça veut dire, et je m'arrêterai sur ce constat-là, que vous voyez, lorsque vous voulez aborder ce problème de la nation, qu'est-ce qu'une nation, et que vous tirez le fil, c'est ça la difficulté, si vous voulez, de présenter une synthèse, c'est que vous avez une multitude de questions qui surgissent et donc de problèmes qu'il faut étudier. Et donc la conclusion, c'est que je crois qu'en abordant cette histoire, eh bien, on peut aussi soi-même se situer en tant que citoyen dans un monde qui, aujourd'hui, la caractéristique actuelle de ces questions-là, c'est laquelle? D'une part, nous sommes dans un monde de plus en plus internationalisé, de plus en plus mondialisé. Vous avez une mondialisation des références culturelles. Aujourd'hui, la musique, par exemple, les références musicales, les chanteurs auxquels vous vous identifiez, ou bien les acteurs de cinéma, ils ne sont pas forcément français. Ils peuvent l'être, mais il y a une mondialisation, hein. La recherche elle-même est mondialisée, l'économie est mondialisée, etc., etc. Mais il reste une sphère qui reste étroitement nationale, c'est la sphère politique. Même si la France est intégrée dans l'Europe, l'essentiel des élections se déroule encore dans un cadre national. C'est pour ça que
le national, aujourd'hui, continue à peser terriblement sur le plan politique, alors que sur d'autres plans, il n'a plus tellement d'importance. Donc on est dans une situation de tension entre une sphère qui reste, elle, nationale, et puis une sphère qui est, elle, complètement internationalisée. Et c'est l'une des causes aussi des problèmes que l'on peut rencontrer par rapport à l'immigration, par rapport à ce qu'on appelle les sans-papiers, par rapport aux mesures parfois extrêmement violentes qui sont prises à l'encontre des étrangers qui voudraient vivre en France, qui peuvent être expulsés. Vous connaissez sans doute tous ces problèmes-là, qui touchent aussi parfois des enfants dans les écoles. Donc il y a encore une vigilance très importante à avoir dans le cadre du respect des droits de l'homme et de l'éducation civique que nous devons aussi vous transmettre en tant qu'enseignants. Voilà, je vous remercie.